Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 22 mai 2020, dernier jour du mois de Ramadan. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le PDG de la société Westwind SA, M. Mohamed Kanyasi, vient de manifester son élan de solidarité à l'endroit des veuves et orphelins des militaires tombés sur les champs de bataille en cette veille de la fête de Ramadan, en leur offrant des vivres composés de riz, de sucre et d'huile. La cérémonie des remises a eu lieu ce jeudi 21 mai 2020 dans la cour du service social des armées en présence des veuves et orphelins de guerre. Reportage Amadou Kamara et Célugnaré. Cette cérémonie de remise des vivres aux veuves et orphelins de guerre est un acte d'une grande solidarité agissante initiée par le PDG de la société Westwind SA en la personne de Mohamed Kanyasi pour venir en aide aux victimes de guerre en ce mois béni de Ramadan. La cérémonie qui nous réunit, certes très modeste, revêt une signification très particulière pour notre compatriote Mohamed Kanyasi puisqu'il s'agit d'assister des veuves et orphelins de nos braves soldats tombés sur les champs de l'honneur. Au proche de ces braves soldats, Mohamed Kanyasi tient à leur dire ceci: vous n'êtes pas seuls, nous n'oublierons jamais nos martyrs, nous soutiendrons toujours leurs familles. Bien que vivant loin de chez lui et à l'extérieur, Mohamed Kanyasi réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes, très engagées pour la paix et l'unité nationale. Aux communautés vivant de part et d'autre, il appelle à davantage de cohésion sociale, d'assistance mutuelle et à l'union sacrée. Les dons très modestes qui vous seront offerts sont composés de 3 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 40 paquets de lait en poudre et 60 bouteilles d'huile. Enfin, le PDG de la société Westwind SA, Mohamed Kanyasi, très engagé dans les secteurs des mines, de l'élevage et de l'agriculture, vous assure de son accompagnement. En recevant des mains du représentant du donateur cette importante donation, la directrice du service social des armées, le colonel-major Marietou Damélé, au nom de ses victimes, a remercié et félicité le donateur pour ce geste symbolique qui va assurer le bien-être de ces personnes nécessiteuses pendant une bonne période. C'est juste un mot de remerciement à M. Mohamed Kanyasi, un Malien de la diaspora, qui vient d'appuyer le service social des armées, assister nos veuves et nos orphelins. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Au nom du chef d'état-major général des armées, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, nous disons vraiment merci à M. Kanyasi. Vraiment, ça c'est un acte noble, surtout à la veille de la fête du Ramadan. Donc vraiment, c'est un grand merci à lui. Que le bon Dieu veille sur notre pays, notre cher Maliba, et que la paix revienne vite au Mali. A signaler que ces dons sont composés de 3 tonnes de riz, d'1 tonne de sucre, de 40 paquets de lait en poudre et de 60 bidons d'huile. Pour le représentant du donateur, cette donation va contribuer au rayonnement du vivre ensemble et de lutte contre la pauvreté. A noter que Mohamed Kanyasi est le conseiller au développement rural du président professeur Alpha Condé, est un véritable businessman farmer qui intervient dans plusieurs pays africains. Restons dans ce même élan de solidarité où la Fondation Mehmet VI des éléments africains section du Mali a procédé à une importante donation de produits alimentaires et autres matériels aux déplacés du centre du pays face à la recrudescence du terrorisme. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 21 mai 2020 à Faladi Sokoro, en commune 6 du district de Bamako. La valeur s'élève à environ 5 millions de nos francs. Regardons. Des nattes, du riz, des spaghettis, du sucre et d'huile pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce don est destiné aux déplacés du centre du Mali suite aux attaques terroristes. Ce geste humanitaire est bien perçu par les bénéficiaires qui ont par la même occasion exprimé leur sentiment de reconnaissance tout en remerciant les donateurs. Ces actions sont offertes gracieusement par la Fondation Mohamed VI des éléments africains, section du Mali. Le président de la section du Mali pour la Fondation Mohamed VI pour les éléments africains, Dr Zuber Abdou, nous a
autorisé de venir faire ces dons-là aux personnes qui se sont déplacées du centre du Mali à cause de l'insécurité. Donc nous sommes venus faire ce geste humanitaire et symbolique pour exprimer notre compassion et notre solidarité aux personnes déplacées du centre, surtout dans le cadre de ce mois béni du mois du Carême, dans le contexte particulier du Covid-19. Donc nous avons jugé nécessaire de venir faire ce geste-là au plus de minuit en guise de solidarité. La valeur totale s'élève à 5 millions 500. Pour le déplacé du centre du Mali, nous avons donné une quantité de 2 tonnes de riz, quelques cartons d'huile et puis des nattes aussi, quelques vingtaines de nattes. Donc ça, ce sont les compositions de ce don-là. Pour le secrétaire exécutif de la Fondation, cette donation s'inscrit en droite ligne des activités du mois béni de Ramadan. 4 sites sont essentiellement concernés par cette opération, notamment la pouponnière de Niamana, le centre de détention de Boli, le marché à bétail de Faladier récemment touché par un vaste incendie et le centre Mabilé de Segoninkou abritant une centaine de réfugiés. La Fondation a ciblé un certain nombre de cibles. Par exemple, le centre qui héberge les déplacés du centre du Mali à cause de l'insécurité. Et puis la pouponnière qui est à Niamana. Le centre de détention Bolé, centre de détention des femmes et des enfants Bolé. Ensuite, les malades mentaux qui sont à l'hôpital de Pongé. Donc ça, ce sont les 4 sites que nous avons vraiment envisagés pour ces dons-là. Au nom de toute la Fondation Mohamed VI et des éléments africains, au nom de tous ses membres et au nom de son président, Dr Zoubeir, et au nom de tous les éléments du Mali, on est là pour faire ces petits gestes-là. C'est un geste qui n'est pas qui n'a pas de grande dimension, mais c'est un geste symbolique qui montre notre amour, notre solidarité, notre compassion aux personnes déplacées. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des vivres et non-vivres. Bonne fête à la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Justement, nous nous mettons dans la mouvance de la fête du Ramadan où les fidèles musulmans de notre pays s'apprêtent à célébrer. Cette célébration qui consacre la fin du mois béni de Carême se prépare dans un climat très timide marqué par la pandémie du Covid-19 et ses séquelles. Dans quel état d'esprit les musulmans célébreront la fête du Ramadan de cette année? Élément de réponse dans ces dossiers réalisés par Samaïra Sanogo et Samba Traoré. Nous sommes seulement à 2 doigts de la fête du Ramadan, une fête qui couronne ainsi le 4e pilier de l'islam. Comparativement aux années précédentes, la fête du Ramadan se tient cette année dans des conditions très difficiles, car depuis un certain temps, le monde entier est sous une crise sanitaire occasionnée par le Covid-19. Sous quelle couleur s'annonce cette fête qui marque la fin du mois béni du Ramadan? Le peu de moyens qu'on a, alors nous sommes obligés alors d'aller avec ces moyens-là. Donc, peu qu'il soit, on est obligé au moins de chercher de quoi manger dans la famille, de quoi acheter pour les enfants, et si possible les dames. Voilà, donc c'est avec ça que vraiment je voulais vous dire. Oui. Nous, on a l'espoir, parce que comme les autorités disent, le 2 c'est la reprise. Nous espérons très bien au moins la reprise au moins pour le 2 juin, que au moins la crise qui a vraiment perdurer avec l'arrêt des activités pour que nous puissions aussi avoir quelque chose pour au moins continuer à fêter si possible, même si nous n'aurons pas à fêter comme il faut, mais avec la reprise, si on parvient à avoir quelque chose, au moins on pourra continuer à fêter, parce que la fête c'est tous les jours. Avec les conseils sanitaires, nous serons obligés de respecter les consignes données par les agents sanitaires. Même si au moins avec les coups de téléphone on pourra se saluer. Les messages écrits, les messages vocaux, etc. Même si on ne se déplace pas
ou bien on ne va pas se regrouper. Alors au moins on peut quand même s'écrire, on peut au moins se dire des messages vocaux, au moins pour se saluer. La pandémie du Covid-19 n'a épargné aucun secteur d'activité. C'est pourquoi des couches composantes de la société fêteront cette année dans la détresse compte tenu de l'arrêt des activités depuis l'apparition des premiers cas du Covid-19 dans notre pays. Effectivement, on doit faire comme les autres, mais jusqu'à présent, je dis que jusqu'à présent, on n'a rien eu d'abord. Nous sommes les chefs de famille. Et qui dit chef de famille, alors doit financer vraiment dans la famille, comme les autres aussi. Et si vous voyez aujourd'hui, alors avec l'arrivée du Covid-19 là, on peut dire que avec l'arrivée de cette maladie, donc toutes les situations vraiment sont délicates vraiment. Même son de cloche chez les enseignants des établissements privés qui, comme d'autres composantes de la société, vont fêter dans le désarroi total cette année, faute du ralentissement des activités génératrices de revenus. Bon, vraiment, on prépare avec les moyens de bord quand même, vraiment. Sinon, en réalité, la situation est très difficile. Difficile d'ailleurs parce que avec l'arrivée de Covid-19 là, alors ça a bouleversé toutes les situations. Et jusqu'à présent, nous les enseignants privés, on n'a rien à voir d'abord jusqu'à présent. Voilà. Parce que alors, si les parents d'élèves ne payent pas, donc en contrepartie, ça va jouer sur les enseignants aussi. Parce que alors, jusqu'à maintenant, alors, ça fait maintenant 3 mois, on n'a rien gagné. Alors, et nous sommes dans cette situation difficile. Et nous sommes des chefs de famille. Alors jusqu'à maintenant, on n'a rien eu d'abord comme les moyens financiers. Peu importe la situation, la fête de Ramadan s'approche à grands pas et sa célébration demeure une obligation pour tous les fidèles musulmans. Comme pour dire que la fête de Ramadan se tiendra dans des conditions très strictes malgré l'annonce des fortes mesures sociales par les plus hautes autorités du pays afin d'amoindrir les effets de la crise sanitaire. Justement, en cette période de crise sanitaire, qu'il faudra faire lors de la grande prière pour éviter la propagation de cette maladie, c'est très simple. Et il faut juste respecter les consignes sanitaires édictées par les autorités sanitaires. Pour en savoir plus de ces dossiers suivants, cet élément préparé par Tata Touré et Sama Traoré. Nous sommes à la veille de la fête de Ramadan, une fête qui marque la fin du mois de Carême. Cette année, ça se prépare dans un contexte dominé par la pandémie. Une crise socio-sanitaire du coronavirus avec 931 cas testés positifs au Covid-19. Les mesures édictées par les autorités doivent être suivies à la lettre par la population lors de la grande prière pour se protéger et réduire la propagation du Covid-19. Je voudrais, avant de commencer, d'abord souhaiter la bonne fête de fin de Ramadan à toute la population malienne. Que Dieu exauce nos prières et vraiment tous nos vœux. Isambé Sambé. Donc, par rapport à la situation du Covid-19, je voudrais attirer l'attention encore une fois de la population malienne que le meilleur docteur, c'est la prévention. Et le meilleur docteur, c'est aussi la population elle-même. En respectant certaines mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé, je pense que vous les connaissez tous, ces mesures-là, mais il faut réellement que maintenant, dans le quotidien de chacun d'entre vous, ces mesures soient ancrées pour pouvoir protéger vos familles. De bien se laver la main avant d'aller à la prière et de choisir nos nattes, que chacun amène sa natte de prière et qu'on évite de rester très collés les uns aux autres pour ne pas transmettre la maladie. Si c'est possible, qu'on porte nos masques pour éviter aussi, vu que quand on parle, on peut laisser des gouttelettes de salive et à l'intérieur desquelles le virus peut se propager entre nous. Donc, je pense que le but de la prière, ce n'est pas d'aller transmettre la maladie aux gens. Si on les répète, on va dire que nous avons comme mesure barrière le lavage des mains, la distanciation physique de 1 mètre, le port de masque, il y a beaucoup de mesures, la protection
par exemple par rapport à un patient qui tousse, où s'adresser. L'État a mis en place un numéro vert que vous pouvez contacter à tout moment. C'est l'occasion pour les fidèles, plus précisément les enfants, de faire du sambé-sambé, autrement des visites en famille. C'est aussi une opportunité pour plusieurs personnes de se retrouver en famille, ce qui amène certaines personnes à quitter la grande ville pour rejoindre leur famille dans les villages pour partager ce moment précieux. Une situation qui ne peut contribuer qu'à amplifier la propagation du virus. Nous allons terminer nos prières dans ces très bonnes conditions, de demander aux enfants de ne pas s'attrouper et passer de maison en maison. Malheureusement, c'est une situation très exceptionnelle. Il faut des mesures exceptionnelles en demandant à tous les parents de dire à leurs enfants de rester à la maison. C'est très dur, hein? C'est très dur, mais nous conseillons vivement qu'ils ne se déplacent pas de porte en porte pour aller saluer les gens. Si possible, si nous pouvons faire nos salutations par téléphone, Dieu merci, on peut le faire par WhatsApp, par SMS, par téléphone, par les appels. C'est vraiment une très bonne chose. Éviter le maximum possible tout regroupement, même entre amis. Malheureusement, nous sommes dans un domaine où on fait la gestion des malades chroniques et nous déplorons aujourd'hui le décès de beaucoup de nos malades. Limiter les déplacements et garder les enfants à la maison en cette période peut aussi contribuer à réduire le taux de contamination de cette maladie. Quand on passe tout un mois en train de faire des prières, des bénédictions, et on termine en général par des regroupements conviviaux dans nos familles, entre les amis, pour se saluer et se demander mutuellement pardon. Malheureusement, ces contacts humains peuvent être des moments de propagation de la maladie. Donc, ces mesures barrières, quand on vous parle de ces mesures barrières, ce n'est pas seulement pour vous protéger vous, mais c'est pour protéger aussi vos parents en particulier, qui sont des personnes d'un certain âge, qui n'ont pas besoin de ce virus dans leur corps, parce que beaucoup de personnes nous connaissons que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé d'un certain âge traversent difficilement cet épisode de Covid-19. Donc encore une fois, je le répète, la fête approche certes, donc essayez vraiment dans la mesure du possible et avec tous les moyens dont vous disposez de respecter ces mesures barrières. Donc malgré la fête, malgré les allées et venues pour faire sambé-sambé au niveau de Bamako, pour aller présenter les vœux, ne contaminez pas vos parents. Et le seul moyen de ne pas contaminer vos parents, malgré l'amour que vous leur portez, c'est de respecter ces mesures barrières. Rappelons que le non-respect des mesures barrières peut exposer et mettre la vie de la population en danger. Voilà, j'ose espérer que vous avez compris beaucoup de choses dans ce message de sensibilisation et respecter tout simplement les mesures barrières. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images. C'est une compilation de Moussa Famba. Le leader du principal parti d'opposition du Burundi, Agathon Rwasa, a qualifié de fantaisiste les résultats partiels portant sur 12% des 119 communes proclamés jeudi par la radio-télévision nationale, accordant aux candidats du pouvoir une victoire écrasante. Ces résultats partiels donnent par exemple au candidat du parti au pouvoir, CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, 73,9% contre 24,6% à M. Rwasa dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique du chef de l'opposition. Ces élections qui se sont globalement déroulées dans le calme marquent la fin de l'ère Nkurunziza. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode 400 000 Burundais.
La présidente contestée de la commission électorale du Malawi, Jane Ansa, a annoncé jeudi soir sa démission un mois avant l'élection présidentielle prévue après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika. L'opposition et la société civile réclamaient depuis des mois le départ de Mme Ansa, qu'elle accuse d'avoir couvert les irrégularités qui ont permis la victoire du chef de l'État sortant. En février dernier, la Cour constitutionnelle a créé la surprise en annulant la victoire de Mutharika pour fraude et ordonné un nouveau scrutin. Saisi par le sortant qui a nié toute irrégularité, la Cour suprême d'appel a confirmé cette décision début mai. La patronne démissionnaire de la commission électorale a une nouvelle fois nié avoir couvert une quelconque fraude lors du scrutin de l'année dernière. J'ai exercé mes fonctions en gardant les mains propres. Je n'ai pas de cadavre dans mon placard, a-t-elle insisté. Je m'en vais heureuse. En Libye, alors que le maréchal Haftar essuie revers sur revers depuis que la Turquie a formalisé et renforcé son soutien militaire au camp rival du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, le président égyptien Al-Sisi menace à son tour d'intervenir militairement en Libye pour contrecarrer l'influence croissante de la Turquie. Une perspective qui inquiète le groupe de contact sur la Libye de l'Union africaine qui a tenu une réunion par visioconférence en début de semaine. L'Égypte se montre généralement réticente à engager son armée en dehors de ses frontières. Mais reste qu'à mesure que le maréchal Haftar perd du terrain ces dernières semaines, sa capacité à exercer un contrôle absolu sur l'Est libyen s'effrite elle aussi, ce qui réactive aux yeux de l'Égypte le spectre d'une déstabilisation sécuritaire à ses frontières, selon le chercheur Naji Abou Khalil, co-directeur du programme Libye de Nouria Recherche. Avec une centaine de passagers à bord, un Airbus 320 s'est écrasé dans un quartier résidentiel près de l'aéroport de la ville pakistanaise de Karachi. Parti de Lahore, l'avion devait atterrir à l'aéroport de Karachi. Selon le porte-parole de l'autorité de l'aviation du Pakistan, Abdul Sattar Kohar, cité par l'AFP, il peut s'agir de 99 passagers et 8 membres d'équipage. L'aéronef aurait fait 2 ou 3 tentatives d'atterrissage avant de s'écraser, d'après des témoins cités par des médias. L'armée pakistanaise a tweeté avoir envoyé sur le lieu de l'accident une force d'intervention rapide ainsi que des éléments paramilitaires qui sont arrivés sur place. La catastrophe survient quelques jours seulement après que le pays a autorisé la reprise des vols commerciaux internes. Pendant plus d'un mois, les liaisons domestiques avaient été suspendues pour éviter une propagation du nouveau coronavirus. De très rares vols internationaux avaient été maintenus. Les enfants de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie, ont annoncé qu'ils pardonnaient à ceux qui ont tué leur père. Annonce faite par l'un de ses fils. Les conséquences légales de cette annonce par Salah Khashoggi, qui réside en Arabie Saoudite, sont pour le moment ignorées. Le fils du journaliste assassiné avait indiqué avoir pleinement confiance dans le système judiciaire saoudien, critiquant les opposants qui, selon lui, cherchaient à exploiter cette affaire, indique l'AFP. Le Washington Post avait écrit en avril 2019 que les enfants du journaliste assassiné, y compris Salah, avaient reçu des maisons de plusieurs millions de dollars et étaient payés des milliers de dollars par mois par les autorités. La famille avait alors démenti. Très bien, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur votre chaîne préférée. L'actualité continue toujours juste après moi. Vous aurez rendez-vous avec Amadou Kamara pour le journal en langue nationale bamanankan. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan à toutes et à tous.